Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger le sujet de colle numéro 3 sur le CARTRAC. Donc ce système, le système CARTRAC qu'on va étudier, c'est un système qui est utilisé dans certaines industries pour déplacer typiquement un produit entre différents postes. Par exemple, dans l'automobile, on pourrait supposer qu'on a une partie de la voiture qui est à un poste pour faire du soudage ou quelque chose comme ça, puis qu'on va déplacer à un autre poste pour intégrer l'électronique, etc., etc. Donc le CARTRAC, ça va être le système sur lequel on va venir poser notre produit et qui va nous permettre de nous déplacer de poste en poste. Alors il existe plein de systèmes pour faire ce genre de choses. Alors le CARTRAC, c'est un système qui est assez rigolo dans son fonctionnement cinématique, donc on va en parler un petit peu. L'idée c'est que on a donc cette espèce de plateau là au milieu sur lequel on va venir poser notre produit. Et ce plateau, il est posé donc sur 4 roues qui vont simplement rouler sur des rails. Mais là, c'est purement passif, hein, c'est juste pour faire le guidage en translation, on va dire, de la pièce. La partie propulsion, pour déplacer notre système, c'est ce qui se passe au milieu. Alors, l'idée, c'est qu'entre nos rails, on va avoir un tube qui va tourner à une vitesse constante qu'on va appeler oméga. Et si vous regardez au milieu, là, on a une roue, une espèce de roulette, qui va pouvoir pivoter autour de l'axe vertical. Et l'idée, c'est que du coup, on va pouvoir faire varier cet angle alpha 2. Et en fait, en faisant varier cet angle alpha 2, on va pouvoir faire avancer notre chariot dans un sens, dans l'autre, à vitesse nulle ou à vitesse beaucoup plus importante. Donc l'idée du sujet, si j'appelle, on va dire par rapport à une référence ici, si j'appelle Z la position du chariot, ce qu'on va essayer de trouver, c'est quoi ? C'est une relation du type Z point, la vitesse d'avance, qui est égale à une fonction de alpha 2. L'objectif du sujet, c'est ça. Et au passage, ce système marche puisqu'on va supposer que entre la roue ici et le tube en dessous, on va avoir du roulement sans glissement. Donc c'est un exercice plutôt lié à du roulement sans glissement. Si ça vous intéresse, vous tapez CARTRAC sur YouTube, vous allez voir, il y a plein de vidéos très années 80-90, avec de la super musique, qui vous expliquent plus ou moins comment ça fonctionne et qui vous donnent des exemples dans des entreprises. Bon, là, de toute façon, même si on n'a pas trop compris comment ça fonctionne, c'est pas bien grave, parce qu'on nous donne tout le paramétrage, et après, c'est un simple exercice de cinématique, un peu guidé. Donc là, on a un petit texte avec juste, pendant que j'y pense, deux coquilles. Là, le Z02, c'est Z2. Et ici, on nous dit que R4, c'est O, X4, Y4, Z4 égale à Z0, pas Z3. Petite coquille en passant. Et en dessous, on nous donne un schéma cinématique. Donc dans le sujet, on va pas trop s'intéresser à ce qui se passe à ce niveau-là avec le solide 5 et la cam d'orientation. Donc ça va pas trop nous intéresser. Au passage, même si on le laisse, ça changera pas grand-chose à la résolution, d'autant plus qu'on nous donne absolument aucune information dans le sujet, là ici, sur ce solide 5, sur son rayon, ce genre de choses. Bon. Ok, alors, question 1, réaliser les figures plane de changement de base, en déduire les vecteurs rotation traduisant chaque figure. Ok, alors déjà, où est-ce qu'on a des informations d'angle ? Donc là, il n'y a aucun paramétrage qui est représenté sur ma figure, donc je vais plutôt regarder dans le texte. Alors, on va surligner tous les endroits où on a des informations d'angle, donc je relis rapidement. Voilà, on a alpha 2 qui est égal à Z0, Z2. On a alpha 3 qui est égal à X2, X3. Et on a alpha 4 qui est égal à x0, x4. Et c'est tout. Donc déjà, ce que je sais pour la question 1, vu que j'ai 3 angles, j'aurai 3 figures de changement de base. Donc je peux commencer par faire mes figures de changement de base, toujours exactement les mêmes, je vous rappelle. Donc un vecteur vers la droite, un vecteur vers le haut, un vecteur qui sort du plan que je n'ai pas encore dessiné. Et après, donc une base décalée avec un angle qui est petit et positif. Alors vu que c'est 3 fois la même figure de changement de base, comme d'habitude, je ne m'embête pas, je vais juste copier-coller la même image pour vraiment insister sur le fait qu'on va faire 3 fois la même chose, comme tracé. Ok, ensuite, donc les angles, ils s'appelaient alpha 2, alpha 3 et alpha 4. Alpha 2, alpha 3, alpha 4. Alors on va commencer par alpha 2.
Donc la première remarque, la définition de l'angle est incomplète. On sait que ça va de la base 2 à la base 3, on sait que ça va de x2 à x3. Mais je ne sais pas autour de quel axe je tourne. Donc je vais lire le petit paragraphe associé ici. Donc on me dit que le galet S3, auquel on associe le repère R3, ok, est en liaison pivot d'axe G3Z2 avec le solide 2. Ok, donc j'ai une pivot d'axe Z2. Donc ça veut dire que je vais tourner autour de Z2. Petite remarque, d'ailleurs on me dit que Z2 c'est égal à Z3. Donc du coup je sais effectivement que je vais bien tourner autour de Z2. Donc le vecteur hors plan, c'est Z2 égal à Z3. Hop, excusez-moi, j'étais sur... Oh, excusez-moi, j'étais pas sur le bon angle. Je me dis... Hop, je la refais. Alpha 2, on m'en parlait au-dessus, autant pour moi. Donc alpha 2, on m'en parlait au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le solide 2, de repère associé R2, etc., est en liaison pivot glissant avec le solide 1, donc cette fois-ci d'axe G2Y0. Et donc ça permet d'orienter le solide 3 par rapport à l'axe de propulsion, ok. Donc vu que je suis une pivot glissant d'axe G2Y0, ça veut dire qu'a priori entre mon solide 2 et mon solide 1, je vais tourner autour de Y0. Donc a priori je vais aller de la base 0 à la base 2. Alors petite remarque, pourquoi est-ce que je vais pas de la base 1 à la base 2 alors que c'est le solide 1? C'est parce que juste au-dessus on me dit que le solide 1 il est en translation par rapport au solide 0. Donc vu qu'il est en translation, vu que j'ai une glissière de direction Z0, ça veut dire que je vais utiliser la même base pour le solide 1 et pour le solide 0. Bon, tout ça pour dire qu'au final, je vais tourner là autour de Y0. Donc j'ai du Y0 qui est égal à du Y2. Donc ça va me faire du Z0, Z2, en utilisant la technique de la main droite pour ne pas se tromper dans les axes, et du X0, X2. Je vais un peu plus vite sur les figures de changement de base parce qu'on commence à en avoir fait, je pense, des centaines ou pas loin. Au moins quelques bonnes dizaines. Donc pour alpha 3, j'avais commencé du coup le boulot. Pour alpha 3, on sait qu'on a donc Z2 qui est égal à Z3. Donc ça veut dire que là, je vais tourner autour de Z. Donc Z2 qui est égal à Z3. Si j'ai du Z qui sort de la feuille, j'ai du X à droite et du Y en haut. Et alpha 3, on voit bien que ça va de la base 2 de la base 2 à la base 3. Ok, donc du coup, pour alpha 3, je vais avoir donc du X2 qui devient du X3 et du Y2 qui devient du Y3. Ok, et maintenant pour alpha 4. Donc pour alpha 4, déjà on voit qu'on va de la base 0 à la base 4. Et ensuite, donc là on nous dit qu'on a une pivot d'axe OZ0. Donc on va tourner autour de Z0 qui est égal à Z4. Donc c'est bien ce qui est écrit ici, une fois qu'on a corrigé la coquille. Donc là je vais avoir Z0 qui est égal à Z4. Donc si j'ai Z qui sort de la feuille, je vais avoir X0 à droite, qui va devenir X4, Y0 qui va devenir Y4. Ok. Donc là c'est bon, on a fait nos 3 figures de changement de base. Il n'en reste plus qu'à faire les vecteurs taux de rotation. Donc oméga, donc là la base qui a tourné, c'est la base 2 par rapport à la base 0. On a la figure de changement de base représente la rotation de la base 2 par rapport à la base 0. Donc là, on a oméga de 2 par rapport à 0, qui est égal à, donc le paramètre c'est alpha 2, je le dérive par rapport au temps, alpha 2 points, porté par le vecteur qui ne bouge pas, y0 ou y2. Donc pour la deuxième figure, cette fois-ci on s'intéresse au vecteur taux de rotation, donc c'est la base 3 qui a bougé par rapport à la base 2, donc c'est 3 par rapport à 2. Ensuite, le paramètre angulaire, c'était alpha 3, donc je le dérive, alpha 3 points, porté par le vecteur qui ne bouge pas, Z2 ou Z3. Et pour le dernier vecteur, donc cette fois-ci, c'est la base 4 qui a bougé par rapport à la base 0. Donc le paramètre angulaire, c'est alpha 4, je le dérive, alpha 4 points, porté par le vecteur qui ne bouge pas, c'est-à-dire Z0 ou Z4. Ok, donc là, on vient de faire la question 1. Donc là, c'est du grand classique, quasiment, on va dire, de la séquence 4. Bon, avec le vecteur taux de rotation en plus, mais je pense que maintenant, vous avez compris comment écrire des vecteurs taux de rotation à partir de figures de changement de base.
Alors, question 2. Réaliser le graphe des liaisons de ce système. Ok. Alors, pour faire un graphe de liaison, la première étape, déjà, c'est de repérer les classes d'équivalence. Alors, combien on a de classes d'équivalence dans notre système? Bon, bah, c'est marqué ici, on en a 5. Donc, on va essayer de les repérer. Donc là, on nous parle de S1, le chariot, qui est en liaison glissière de direction Z0 avec le bâti. Alors, le bâti, on ne lui a pas donné de numéro, enfin, on ne l'a pas appelé S0, mais on nous dit que le bâti est lié à un repère fixe R0. Donc, à la limite, notre bâti, on peut dire que c'est R0. Ensuite, on a donc le solide S2, auquel on associe un repère, le solide S3 et le solide S4. Et donc, ça nous fait bien 5 classes d'équivalence cinématique. Ok, qu'on peut retrouver au passage. Donc, sur le schéma cinématique, on a en effet donc S0 qui apparaît ici et là. S1 donc, qui apparaît ici et donc sur l'axe de la pivot glissant. S2 qui apparaît, donc c'est l'extérieur de la pivot glissant et c'est l'axe de la pivot ici. S3 donc c'est le rouleau et S4 c'est cette grande pièce. Donc là on retrouve effectivement nos petits. Donc c'est parti, graphe de liaison. Alors je vous propose de partir de S0. Donc de mon repère S0. Peut-être écrire un peu gros là. Ok. Donc là j'ai mon S0. Alors, mon S0, mon solide de référence, il est en contact avec quelle pièce? Là, on voit qu'il est en contact effectivement avec S1. Donc, il est en contact avec S1. Et donc là, on voit, on reconnaît une glissière en 3D de direction Z0. Mais si on reprend le texte, pour rappel, c'était écrit, on nous dit que S1, c'est le premier point, est en liaison glissière de direction Z0 avec le bâti. Donc, entre S1 et S0, je vais avoir une glissière de direction Z0. Ok, ensuite au passage, S0 qui apparaît aussi là, ça c'est aussi le bâti. Donc ça c'est aussi S0. On voit qu'il est en liaison pivot avec S4. Et effectivement, ça c'est aussi rappelé dans le texte, au niveau de ce point-là. On nous dit que l'arbre de propulsion S4 est lié au bâti par une liaison pivot d'axe au Z0. Donc S0 est aussi, au passage, relié à S4 par une pivot d'axe au Z0. Ok. Alors, donc ça c'était pour le solide 0. Alors le solide 1, je vous propose qu'on continue de ce côté. Donc le solide 1, on voit qu'il est en liaison donc avec le solide 2 au niveau de cette pivot glissant. Alors normalement ça devrait être rappelé dans le texte. Ouais, le solide 2 de repère associé R2 est en liaison pivot glissant avec S1 d'axe G2Y0. Donc effectivement, entre S1 et S2, je vais avoir une pivot glissant d'axe. Donc on a dit G2 Y0. Ok. Ensuite, le solide 2. Donc le solide 2, il est en contact avec le solide 5, mais on a dit qu'on n'allait pas trop s'intéresser à cette partie. Mais il est aussi en contact avec le solide 3, au niveau donc de la pivot, qui est donc dessinée ici. Alors ça va être précisé quelque part. Oui, en effet, on nous dit que donc le galet S3, auquel on associe le repère R3, est en liaison pivot d'axe G3Z2 avec le solide 2. Donc notre solide 3, hop, je vais le représenter, on va dire ici. Il est en liaison donc pivot d'axe, donc on a dit G3. C'était G3 quoi? Je recherche dans le texte. G3, Z2, c'est marqué là. Ok. Donc G3, Z2. Ok. Et ensuite, donc on a le contact entre S3 et S4. Effectivement, entre S3 ici
et S4 là, on a donc un contact au niveau du point I, le point I qui est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que c'est marqué où? C'est marqué à ce niveau-là. Donc, le contact entre S3 et S4 est supposé ponctuel en I. Et on nous dit qu'on suppose qu'il y a en plus du roulement sans glissement. Alors ça c'est important à repérer. Donc là, on nous dit en plus qu'on va avoir du roulement sans glissement au point I. Ok, donc entre S3 et S4, on va avoir une liaison ponctuelle, donc c'est-à-dire une sphère plan. Sphère plan. De normal, on va y réfléchir. Et on nous dit donc avec du roulement sans glissement en I. Bon bah vu que I c'est le point de contact, I, je peux le mettre dans la normale. Et du coup, il me faut le vecteur qui est normal au plan tangent. Bah, le plan qui est tangent à mes deux cylindres, au point de contact I, c'est le vecteur qui va être, du coup, qui va être vertical, qui va être comme ceci. Donc c'est-à-dire, là c'est le vecteur y0. Donc là, ma normale, à mon plan tangent, ça va être y0. Donc du coup, la normale de ma sphère plan, je la définis comme étant iy0. Petite remarque, hein, là j'ai du roulement sans glissement. Je le surligne juste pour me souvenir, attention, il y a du roulement sans glissement, faut pas que je fasse n'importe quoi. Ok. Alors, première petite remarque, là on a une chaîne qui est fermée. Donc vu qu'on a une chaîne qui est fermée, hein, par anticipation, c'est déjà pas très compliqué. On n'a pas vraiment le choix là dans la composition des vecteurs vitesse qu'on devra faire pour le roulement sans glissement par rapport au TD de la souris. Donc a priori, ça ne devrait pas être un exercice extrêmement difficile de ce point de vue-là. Alors, donc, réaliser le graphe de liaison de ce système, c'est fait. Question 3. Alors là, on va lire un peu toutes les questions pour comprendre la philosophie de ce qu'on va nous demander. Donc, question 3, traduire le roulement sans glissement au point I. Ok, ça, on sait faire. Question 4, utiliser la composition des vitesses pour exprimer le vecteur glissement au point I. Ok, donc ça veut dire qu'on va décomposer notre vecteur vitesse de glissement en utilisant notre graphe de liaison. On sait faire. Question 5, calculer chacun de ces vecteurs vitesse séparément. Ok. Et à partir de là, donc, utiliser les résultats précédents pour pouvoir donc écrire l'équation vectorielle, puis après des projections scalaires. Ok, donc là en fait, c'est questions 3 à 6, c'est appliquer la méthode classique du roulement sans glissement. Donc on va faire ça tranquillement. Alors question 3, c'est une question assez rentable, c'est écrire la condition de roulement sans glissement au point I. Donc on peut dire qu'on a du roulement sans glissement en I entre du coup S3 et S4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de glissement, donc la vitesse du point I appartenant à S3 par rapport à S4, est égale au vecteur nul. Petite remarque, hein, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait dans l'autre sens, et on dit que la vitesse de I appartenant à S4 par rapport à S3 est égale au vecteur nul. Ça marche aussi. Bon, là, en violet, je vous mets, si vous voulez traiter le problème, dans l'autre sens. Mais je vais globalement traiter le problème en m'intéressant à la vitesse de I appartenant à S3 par rapport à S4. Quand j'écrirai des choses en violet, c'est pour ceux qui ont raisonné dans l'autre sens. Donc ça, c'est bon, on vient de répondre à la question 3, hein, quand je vous dis que c'est une question rentable. Il n'y a pas de calcul. Donc du coup, pensez bien à encadrer votre résultat. Ok. Alors, question 4. Donc là, on me dit d'utiliser la composition des vitesses pour exprimer le vecteur vitesse de glissement au point I. Alors, vu la question 5, on me demande de calculer les vecteurs vitesse, là, il faut juste écrire la composition des vecteurs vitesse, sans chercher à calculer les différents termes. Donc, on va réfléchir ensemble. Là, on s'intéresse à la vitesse de 3 par rapport à 4. Donc, pour calculer cette vitesse, je peux, au choix, passer par le trait que j'ai fait en rouge, là. Donc là, j'ai la vitesse de 3 par rapport à 4. Mais je peux aussi exprimer comme étant la vitesse de 3 par rapport à 2, puis de 2 par rapport à 1, puis de 1 par rapport à 0, puis de 0 par rapport à 4. Toujours au point I. Et en fait, j'ai pas d'autre choix là, vu mon graphe de liaison. Donc du coup, je vais écrire ma composition en passant donc, par les traits que j'ai fait en orange. Donc là, je vais juste écrire que la vitesse de I appartenant à S3 par rapport à S4,
c'est égal à la vitesse de i appartenant à S3, donc par rapport à S2, plus la vitesse de i appartenant à S2 par rapport à S1, plus la vitesse de i appartenant à S1 par rapport à S0, plus la vitesse de i appartenant à S0 par rapport à S4. Et voilà, fin de la question 4. Donc là, il est vraiment pas mal décomposé, hein, cet exercice, là encore, hein, donc c'est plutôt tranquille. Ok. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on dessine le graphe de liaison. Hein, c'est pour s'aider, pour savoir comment est-ce qu'on va décomposer notre vecteur vitesse. Donc question 5, calculer chacun de ces vecteurs vitesse séparément. Alors petite remarque, hein, globalement je vais avoir que des mouvements assez simples, puisque le mouvement donc de 3 par rapport à 2, on va réfléchir à chaque fois pour chacun des mouvements. 3 par rapport à 2, j'ai une pivot. Donc là ici, 3 par rapport à 2, ça va être de la rotation. Donc ça je sais gérer. Alors 2 par rapport à 1, on va y réfléchir, mais a priori, j'ai de la rotation autour de l'axe G2, Y0, et je pourrais potentiellement avoir de la translation. Donc là, j'ai peut-être de la rotation, plus de la translation. On va y réfléchir un petit peu après. 1 par rapport à 0, vu que j'ai une glissière, là je sais que j'ai de la translation. Je vais juste écrire un peu plus gros, ce sera plus facile. Donc ici, j'aurai juste de la translation. Ok, et ici, entre 0 et 4, j'ai une pivot, donc j'aurai que de la rotation. Donc je vous rappelle, hein, quand on a de la rotation, on va plutôt passer par Varignon, et quand on a de la translation, on va plutôt passer par la dérivation du vecteur position. Bon, il reste le cas de S2 par rapport à S1, donc on va en parler quand on arrivera dessus. Je vais traiter les différents termes en passant de gauche à droite. Alors, question 5. Donc, c'est parti, on commence par le premier. Vitesse de I appartenant à S3 par rapport à S2. Donc, entre S3 et S2, si je reprends mon graphe de liaison, j'ai une pivot d'axe G3Z2. Alors, un premier truc, une première astuce, hein, il faut prendre cette habitude, c'est d'essayer de repérer sur vos schémas cinématiques les axes. Donc, G3Z2, c'est l'axe que je représente en rouge. Alors pourquoi c'est important de toujours se poser la question de où est l'axe? Parce que peut-être que si on a un peu de bol, le point I, le point où on cherche à calculer la vitesse, c'est peut-être un point de l'axe. Bon bah là non, le point I c'est pas un point de l'axe. Mais ça nous permet aussi de voir quels sont les points de l'axe et du coup quels sont les points dont la vitesse va être nulle dans le mouvement de 3 par rapport à 2. Bon bah là le seul point que je connais sur l'axe c'est G3. Donc du coup dans ma formule de Varignon, je vais passer naturellement par G3. Donc je vais dire que la vitesse de I appartenant à S3 par rapport à S2, c'est la vitesse de G3 appartenant à S3 par rapport à S2, plus donc IG3 oméga de S3, ceci est un 3, oméga de S3 par rapport à S2. Bon, à partir du prochain calcul, j'arrêterai de marquer les S, hein, je mettrai 3, 2, etc. Donc ce vecteur vitesse, il est nul, hein, vu que ce G3 appartient à l'axe de rotation entre 3 et 2. Alors IG3, donc là j'ai pas d'infos sur le schéma cinématique, mais on doit me le donner quelque part sans doute. Oui, on me le donne ici, donc là on me donne IG3 qui est... On me donne IG3 qui est égal donc à RY0. Donc ici je vais avoir du plus petit r y0 vectoriel oméga de S3 par rapport à S2. Oméga de 3 par rapport à 2, hein, je l'ai écrit ici, ça me faisait du alpha 3 points porté par Z2. Alpha 3 points porté par Z2. Ok, donc là j'ai du Y0 vectoriel Z2. Donc pour l'instant j'ai du R alpha 3 points, Y0 vectoriel Z2. Donc je cherche dans mes figures de changement de base, ah ben en fait je me rends compte que Y0 c'est Y2. Donc du coup j'ai du Y2 vectoriel Z2, Y vectoriel Z ça me fait du X.
Donc là, je vais obtenir x2. Ok, donc là c'est bon, hein, j'ai calculé la vitesse de i appartenant donc à S3 par rapport à S2. Résultat intermédiaire, hop, j'ai oublié la flèche sur le vecteur, c'est pas bien. Résultat intermédiaire, j'encadre ça en vert, hein, c'est mon petit code couleur perso. Ok, maintenant, deuxième calcul de vecteur, on va s'intéresser donc à la vitesse en i appartenant à S2 par rapport à S1. Alors là, on a une pivot glissant d'axe G2, Y0 de mémoire. C'est ça, c'est ça. Entre 2 et 1, on a une pivot glissant d'axe G2, Y0. Alors, je vais vous poser deux questions. La première question, c'est est-ce que dans mon mécanisme, ma pivot glissant, elle permet une translation de la pièce 2, donc suivant la direction Y0? La réponse est non. Je vous laisse vous en convaincre. Hein. Si jamais j'ai une translation vers le haut de la pièce 2, hein, donc si je fais monter la pièce 2, eh ben, je vais venir me décoller au niveau du point I. Et inversement, ben, si jamais je descends la pièce 2, ben, je vais faire rentrer la pièce 3 à l'intérieur de la pièce 4. Et ça, c'est pas possible. Donc en fait, dans mon mécanisme, j'ai pas de translation possible suivant Y0 de ma pièce 2 par rapport à ma pièce 1. Petite remarque, hein, quand bien même vous n'auriez pas vu ça. Je vous laisse vous convaincre que si on essaye de définir le vecteur G2i, qu'est-ce qu'on nous dit sur G2i? Alors, qu'est-ce qu'on a comme information là-dessus? On nous donne donc G2, on nous donne G2, G3, enfin G3, G2 hein, au signe près, et on nous donne IG3. Et vous pouvez noter que C et R sont des constantes. Donc C et R étant des constantes, bah, a priori, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, tout se passe quand on va dériver ce vecteur position, on va bien voir qu'il va être constant. Donc ça veut bien dire qu'on n'a pas de vitesse possible, on n'a pas de translation possible en fait au niveau de notre pivot glissant. Ça c'est si vous ne le sentez pas trop au niveau du fonctionnement du mécanisme. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc comme précédemment, je vais tracer mon axe G2Y0. Donc si je trace G2Y0, est-ce que vous notez quelque chose de spécifique? Bon, on se rend compte qu'il y a plusieurs points sur cet axe. Il y a le point G2, il y a le point G3, et il y a le point I. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point I, il appartient à l'axe de rotation de la pièce 2 par rapport à la pièce 1. Donc vu qu'il appartient à l'axe de rotation de la pièce 2 par rapport à la pièce 1 et qu'on n'a pas de translation, eh ben on peut dire directement que ce vecteur vitesse est le vecteur nul. Voilà, zéro calcul. Ça, c'est juste, hein, si vous voulez un tout petit peu le préciser, hein, c'est, en termes, si vraiment vous voulez le rédiger un petit peu mieux, c'est parce que I appartient à l'axe de la pivot glissant, entre 2 et 3, entre 1 et 2, pardon, de la pivot glissant entre S2 et S1, ok. Et vous pouvez marquer quelque chose du genre et que la translation, oh là, joli triangle, et que la translation de direction Y0 de 2 par rapport à 1, de S2 par rapport à S1 est bloqué par le reste du mécanisme. Ok, là c'est vraiment la rédaction totale. Alors petite remarque, hein, peut-être que certains, donc je vais le renoter en violet vu que c'est une rédaction alternative. Hein. Bon, là j'en ai fait des caisses en termes de rédaction. Là j'ai vraiment marqué plus qu'il n'en faut. Si jamais vous n'avez pas vu ce truc-là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez écrit que la vitesse, donc je le fais en violet, vous avez dû écrire que la vitesse de I appartenant à S2 par rapport à S1, c'est égal à, donc là je passe par un point que je connais, donc typiquement le point G2, puisque vous connaissez le torseur cinématique au point G2, hein. C'est égal à la vitesse de G2 appartenant à S2
par rapport à S1 plus IG2 vectoriel oméga de S2 par rapport à S1. Donc ce vecteur vitesse est nul parce qu'il n'y a pas de translation, et quand vous allez calculer ce produit vectoriel, vous allez voir que vous allez en fait trouver le vecteur nul. Donc ça, c'était l'autre façon de le rédiger, hein. Un poil plus longue. Encore une fois, très souvent en méca, il y a plein de façons d'arriver au résultat. Il y en a qui seront à terme un peu plus rapides et efficaces que d'autres. Donc vraiment, prenez cette habitude de dessiner vos axes pour les pivots glissants, les hélicoïdales et compagnie. Ça va vous permettre d'essayer de voir si par hasard, il n'y aurait pas des points un peu particuliers. Ok, alors donc là c'est bon, on a calculé le deuxième terme. Maintenant, on va passer au troisième, donc c'est-à-dire la vitesse de i appartenant à S1 par rapport à S0. Donc, vitesse de i appartenant à S1 par rapport à S0. Donc là, cette fois-ci, c'est un mouvement de translation. Donc je vais avoir tendance plutôt à privilégier la formule de dérivation vectorielle. Alors juste, hein, quand je dis ça, petite remarque en passant, si par hasard, on vous donne dans le sujet la vitesse d'un autre point du solide, à ce moment-là, il faut passer par Varignon, hein, puisque vous savez que, vu que c'est un torseur couple, le vecteur vitesse sera identique en chaque point. Petite parenthèse fermée. Mais bon, vu que là, a priori, on ne connaît pas la vitesse en un autre point dans le mouvement de S1 par rapport à S0, je vais passer par la dérivation vectorielle. Donc je vais dire que c'est la dérivée d'un certain vecteur, dérivée temporelle, par rapport à un repère donné. Alors on va commencer par le repère. Donc c'est un repère qui doit être fixe dans S0. Bon bah du coup c'est R0. Ensuite, donc c'est la dérivée d'un vecteur qui doit finir par i, vu que je m'intéresse à la vitesse au point i, et avec un premier point qui doit être fixe dans R0. Ben, typiquement, O qui est l'origine du repère R0, c'est un bon candidat. Donc ça peut être la dérivée du vecteur OI. Alors, petite question, est-ce que le point I il appartient vraiment au solide S1 ? Ben, pas vraiment, pour deux raisons. La première, c'est que I, je vous rappelle, c'est un point géométrique. Donc déjà, par définition, à la base, il appartient à pas grand-chose. Et en plus, quand bien même, autant c'est assez... On pourrait imaginer un point I appartenant au solide 3, ça je comprends, un point I appartenant au solide 4, mais le solide 1, il est assez loin. Donc il va falloir faire un petit peu attention à ce qu'on fait, et dire notamment donc, que I appartient à S1. Et réfléchir à ce que ça va nous changer sur notre modélisation. Donc si I appartient à S1, ça veut dire que là, tout ce que je vais surligner en rouge, ça fait partie de la même classe d'équivalence. Donc tout ça, on suppose que c'est une seule et même classe d'équivalence. Du coup, maintenant, imaginons que le solide 1, bah, il se translate par rapport dans la direction Z0. Bah, mon point I, effectivement, il va aussi du coup se translater dans la direction Z0. Ok, pas de souci. Alors, est-ce qu'on connaît du coup ce vecteur OI ? Bah oui, ce vecteur OI, on me dit que c'est, donc c'est marqué ici, hein, c'est du Z porté par Z0 plus R, une constante, grand R, portée par Y0. Ok, donc là, il n'y a pas vraiment de piège, mais ça valait le coup d'y réfléchir quand même. Il n'y a pas vraiment de piège, il n'y a pas de paramètres à garder spécialement constant ou quoi que ce soit. On va pouvoir dire que c'est la dérivée donc de Z0 plus grand R porté par Y0. Donc c'est la dérivée de ce vecteur par rapport à R0. Donc, je vous rappelle, la dérivée est linéaire, donc je peux simplifier un petit peu déjà, puis après faire de la dérivée de produit, mais vu que Z0 et Y0 sont fixes dans le repère R0, il va simplement me rester du Z point porté par Z0. Donc là, je viens de calculer la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à S0. Résultat intermédiaire, j'encadre en vert. Alors, on va refaire un petit passage en violet. Pour ceux qui sont partis plutôt en écrivant donc la vitesse de I appartenant à S4 par rapport à S3, quand vous avez donc fait la question 4 et que vous avez décomposé, à un moment, vous avez eu besoin du coup de calculer la vitesse de I appartenant à S0 par rapport à S1. Je vous rappelle, donc eux, ils ont raisonné dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils ont exprimé la vitesse de 4 par rapport à 3, de I appartenant à 4 par rapport à 3, donc c'est égal à la vitesse de I appartenant à 3 par rapport à...
Qu'est-ce que j'ai dit? La vitesse de i appartenant à 4 par rapport à 3, donc c'est égal à la vitesse de i appartenant à 4 par rapport à 0, plus la vitesse de i appartenant à 0 par rapport à 1, plus la vitesse de i appartenant à 1 par rapport à 2, plus la vitesse de i appartenant à 2 par rapport à 3. En fait, ils ont tourné dans le graphe de liaison dans l'autre sens. Encore une fois, c'est pas faux, c'est pas un souci. On va juste réfléchir au calcul de ce vecteur vitesse. Donc ceux qui ont eu besoin de calculer le vecteur vitesse de i appartenant à 0 par rapport à 1. À S0 par rapport à S1. Alors, comment on fait ça? A priori, on pourrait se dire, on va faire la même chose. Ok, donc c'est la dérivée d'un vecteur position par rapport au temps dans un repère donné. Donc le repère, il doit être fixe, la base plutôt, elle doit être fixe dans le solide 1, donc a priori c'est du R1, mais je vous rappelle que la base associée au repère 1, c'est la même que la base associée au repère R0. Donc ici, je peux aussi marquer que je dérive par rapport à la base associée au repère R0. Ça marchera aussi. Ensuite, je m'intéresse toujours à la vitesse d'un point i, pas de souci. Et maintenant, il me faut un point qui est fixe dans le solide 1. Alors, est-ce que j'ai dans ma définition de mon problème un point qui est fixe dans le solide 1? Alors, si je re-regarde ce qui se passait au niveau du solide 1, on me parle notamment du centre de gravité de cet ensemble. Donc, a priori, G, c'est un bon client, ça devrait être un point fixe. Donc là, il faudra plutôt dériver le vecteur GI. Alors, petite remarque, GI, on ne me le donne pas à proprement parler. Donc, il va falloir que je le trouve. Alors, qu'est-ce qu'on me donne au niveau pour déterminer GI? On me donne G2. Ok. On me donne G2, G3 et on me donne IG3. Enfin, G3, G2 et IG3. Donc, à partir de ces trois vecteurs, je peux effectivement en déduire ce que vaut G2I. Donc, ok, là, je peux exprimer mon vecteur, c'est pas très compliqué. Mais attention, cette fois-ci, je dois supposer que I... Hop, bah, j'écris pas. Je dois supposer que I, il appartient à quoi? Il appartient à S0. Et ça, c'est un petit peu moins naturel. Ça veut dire quoi que I appartient à S0? Ça veut dire que mon point I, il ne doit pas se déplacer par rapport à S0. Bon, comment est-ce que j'écris ça proprement? Ça veut dire que, notamment ce Z-là, a priori, il devrait rester constant. Donc ça veut dire que là, en l'occurrence, ce Z-là, c'est censé être une constante. Mais attention, le Z du vecteur OG, lui, il est toujours variable. Donc là, j'ai ce Z qui a une constante et ce Z qui est une variable. Ici, là, ça c'est variable. Ok, je pense que vous sentez que ce calcul, il va être au mieux casse-gueule, au pire, vraiment compliqué à faire. Déjà parce que le vecteur J, il n'est pas simple. Ensuite, j'ai deux Z, un qui apparaît dans le vecteur OI, qui est censé être une constante, vu que le vecteur OI est censé être constant, vu que I appartient au solide 0. Et un Z de t dans OG qui lui doit être variable. Bon, donc clairement, ça a l'air potentiellement un petit peu casse-gueule. Alors quand vous avez comme ça une dérivée de vecteur position que vous sentez pas trop, il y a une astuce qui marche assez souvent. L'astuce qui marche assez souvent, c'est de se rappeler que nos vecteurs vitesse, tout comme nos vecteurs taux de rotation, ils sont antisymétriques. Donc si vous ne sentez pas le calcul de la vitesse de i appartenant à S0 par rapport à S1, pour la simple et bonne raison que le i appartenant à S0, vous avez du mal à le traduire par exemple, et vous pouvez dire que c'est moins la vitesse de i appartenant à S1 par rapport à S0. Donc voilà, ça, en utilisant ce petit résultat, on retombe en fait sur le problème du dessus, que j'ai fait en noir ici, au signe près. Et celui-là, on a vu qu'il était quand même pas bien compliqué. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez des dérivées de vecteurs position, pour calculer des vitesses de points appartenant à un solide par rapport à un autre solide, et que ça vous paraît un peu compliqué, essayez de voir si c'est plus simple de l'écrire en changeant la relation d'appartenance. Au lieu d'écrire i appartenant à S0 par rapport à S1, est-ce que c'est pas plus simple de calculer i appartenant à S1 par rapport à S0? Et après, au signe près, vous avez votre résultat. Voilà, donc ça c'était une petite remarque pour ceux qui ont raisonné dans l'autre sens. Donc on continue, j'en suis où? S1 par rapport à S0, il me reste vitesse de i appartenant à S0 par rapport à S4. Donc vitesse de i appartenant à S0 par rapport à S4.
Donc, alors, entre S0 et S4, qu'est-ce qu'on a? On a une pivot d'axe OZ0. Ok. Donc c'est la pivot d'axe. Alors je vais effacer tout ça. C'est la pivot d'axe OZ0, donc que je viens de vous tracer en rouge. Est-ce que par hasard le point I, il appartient à cet axe-là? Non, il n'appartient pas à cet axe-là. Par contre, on peut noter que le point H, il appartient à cet axe-là. Et potentiellement, c'est peut-être plus simple de calculer le vecteur IH, qui ressemble à ça, que le vecteur OI. Alors, est-ce qu'on parle de HI? Alors, on ne parle pas vraiment de HI, mais juste, si je regarde l'expression de OI, je vois que OI a une composante sur Z0 et une composante sur Y0. Effectivement, OI il a une composante sur Z0. Ouais, donc celle-là, elle vaut Z fois Z0. Et c'est ce qui me donne le vecteur OH. Et après, j'ai effectivement HI qui a plus qu'une composante sur Y0. Bon, donc du coup, tout ça pour dire qu'on aurait pu potentiellement travailler avec en faisant un variant en passant par le point H. Bon, vu qu'on ne me donne pas spécialement d'informations sur le point H, je vais être scolaire et je vais passer par le point O. Bon, c'est au vu du paramétrage qu'on me donne dans le sujet. Au passage, vous auriez pu, comme des grands, voir que OH était égal à Z porté par Z0 et que HI c'était R, grand R porté par Y0. Bon. Là, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose en termes de complexité de calcul. J'aurai un petit produit vectoriel de plus, mais il ne va pas être bien compliqué. Donc je vais dire que c'est la vitesse de O qui appartient à l'axe de rotation appartenant à S0 par rapport à S4. Plus IO vectoriel oméga de S0 par rapport à S4. Donc la vitesse de O appartenant à S0 par rapport à S4, c'est le vecteur nul, vu que le point O il appartient à l'axe de rotation entre S0 et S4. Alors IO qu'on m'a donné, c'est moins OI, donc ça va être moins Z porté par Z0 moins grand R porté par Y0. Produit vectoriel, donc oméga de S0 par rapport à S4. Alors est-ce que je l'ai celui-là? Presque. Moi ce que j'ai c'est oméga de 4 par rapport à 0. Mais là encore, je vous rappelle que le vecteur taux de rotation étant antisymétrique, oméga de 0 par rapport à 4, c'est moins oméga de 4 par rapport à 0. Donc c'est-à-dire, ça va me faire du moins alpha 4 points porté par Z0. Donc là, je vais avoir du moins alpha 4 points porté par Z0. Alors effectivement, là, on voit bien qu'on dans notre produit vectoriel, on va avoir du Z0 porté, produit vectoriel Z0. Donc ça va me faire le vecteur nul. Et au final, le seul produit vectoriel qui va m'intéresser, c'est celui-là. C'est celui en fait qui correspond au vecteur IH. Donc moins par moins, ça va faire plus R alpha 4 points. Et Y0 vectoriel Z0, ça me fait X0. Donc là, c'est bon, j'ai la vitesse de I appartenant à S0 par rapport à S4. Oula. Ok. Encore une fois, c'est un résultat intermédiaire. Bon, là, j'ai tout encadré comme des résultats intermédiaires, mais vu que la question, c'était de calculer ces termes, on peut même dire que c'était le résultat de la question 5. Alors, question 6, c'est juste que là, le sujet est très détaillé. Donc, question 6, écrire l'équation vectorielle résultante des questions donc 2 à 4, enfin 3 à 5 plutôt. Donc, question 6, là, c'est plutôt au passage 3 à 5. Question 6, pas de souci. Je vais repartir, vu que je suis un peu feignant, je vais repartir de la question 4. Je vais juste copier-coller ça. Copier. Coller. Ok, donc on a... Hop, hop, hop. Ah non. Chut. Je vais aller un petit peu trop sur le côté. Ok, donc on va repartir de là. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à écrire donc chacune
chaque terme donc, que j'ai calculé précédemment. Donc ma vitesse de glissement, la vitesse de I appartenant à S3 par rapport à S4, c'est égal à. Donc pour le premier terme, j'avais trouvé R alpha 3 points sur X2. Donc R alpha 3 points porté par X2. Pour le deuxième terme, j'avais trouvé vecteur nul. Pour le troisième terme, donc vitesse de I appartenant à S1 par rapport à S0, j'avais trouvé Z point porté par Z0. Et pour le dernier terme, j'avais trouvé donc plus R alpha 4 points porté par X0. Ok, donc ça c'est le début. Alors, le truc, donc là j'ai juste remplacé donc, tout ce que j'ai trouvé en question 5 dans la question 4. Mais en plus, donc j'ai ma condition de roulement sans glissement qui me dit... Hop, pardon, excusez-moi, je prends un peu plus de place. Qui me dit que ce vecteur, c'est égal au vecteur nul. Je vous rappelle, ce égal là, c'est mon roulement sans glissement en I, qui me le donne. Ok, et là, à la fin de la question, c'est à partir de là, en déduire deux équations scalaires. Donc si on cherche des équations scalaires, ça veut dire que cette équation que je vais appeler étoile, je vais devoir la projeter, donc, dans une base. Alors là, j'ai le choix, a priori, ce qui semble malin, c'est soit la base 0, soit la base 2. Pourquoi soit la base 0, soit la base 2 ? Parce que pour l'instant, j'ai des vecteurs dans la base 2 et j'ai des vecteurs dans la base 0. Donc, qu'est-ce qui a l'air d'être le plus malin ? Alors, deux arguments pour aller plutôt sur la base 0. Premier argument, c'est que si je projette dans la base 0, en fait, j'ai que le vecteur x2 à projeter. Donc, c'est un petit peu plus facile. Et vu que je suis un peu feignant en calcul, c'est plutôt un bon argument. Le deuxième argument, c'est que j'ai lu la suite du sujet. Et qu'ensuite, on me demande de trouver z points en fonction des différents paramètres. Bon, si je projette dans la base 0, je vois que assez naturellement, z point il va apparaître que dans une seule équation. Ce sera peut-être plus simple de l'exprimer en fonction du reste. Donc tout ça pour dire qu'a priori, je suis plutôt projeté dans la base 0. Si jamais vous avez projeté dans la base 2, c'est pas grave, vous avez trouvé un autre système d'équations, mais qui est équivalent. Donc à la fin, normalement, vous avez trouvé la même chose. Donc c'est parti, je vais projeter mon expression étoile sur x0. Alors, on va commencer par le vecteur nul. Vecteur nul scalaire, n'importe quel vecteur, ça fait 0. Ensuite, donc, je vais avoir du R alpha 3 points x2 scalaire x0. Donc, si je retourne voir mes figures de changement de base, et que je projette donc x2 sur x0, j'obtiens cette longueur-là, qui est grande et positive, donc ça va me faire du cosinus alpha 2. Donc là, j'ai du cosinus alpha 2. Ensuite, vecteur nul scalaire x0, ça fait 0, je ne le note pas, plus z.z0 scalaire x0, vu que x0 et z0 sont deux vecteurs de la même base orthonormée directe, ils sont du coup orthogonaux entre eux, donc le produit scalaire fera 0. Plus r alpha, x0 scalaire x0, r alpha 4 points, pardon, x0 scalaire x0, ça fait 1. Donc ça, c'est ma première équation. Et maintenant, ma deuxième équation, alors je peux réfléchir si je projette sur y0, est-ce que c'est malin ? Alors, si je regarde, donc j'ai une composante sur x2, une composante sur z0, une composante sur x0. Il se trouve que, si je regarde, x2 donc, est ici, x0 est là et z0 est là. Ces trois vecteurs, ils sont perpendiculaires à y0. Donc du coup, tous mes produits scalaires seront nuls. Ce qui fait que je vais trouver 0 égale à 0, ce qui est vrai, mais ce qui n'apporte pas beaucoup d'informations dans notre problème. Donc la projection suivant y0, elle n'est pas très intéressante. Du coup, je vais projeter suivant z0. Donc là encore, vecteur nul scalaire z0, ça fera 0. Après, je vais avoir du r alpha 3 points, x2 scalaire z0. Alors, cette fois, si je projette donc x2 sur z0, je vais obtenir cette longueur-là, qui est donc petite et négative, ça va me faire du moins sinus alpha 2.
Donc là, je vais avoir du moins et sinus alpha 2. Ok. Vecteur nul, donc ensuite je continue les termes. Donc vecteur nul scalaire z0, ça fait 0. Plus donc z.z0 scalaire z0, ça fait 1. Et après, donc plus r alpha point x0 scalaire z0, ça fera 0. Donc là, c'est bon, ben, je viens de trouver mes deux équations scalaires. Au passage, hop là. Bon, hop, on dirait que c'est un rectangle. Au passage, une petite remarque, dans le questionnement, on nous demandait déjà de trouver la relation vectorielle. Donc en fait, je peux même encadrer aussi ma relation vectorielle, vu que c'était une partie de la question. Ok. Donc, on continue. Alors, question 7. Déterminer z point en fonction des paramètres. Alors, on va peut-être un tout petit peu préciser la question qui n'est pas très claire. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'avais écrit au début. Je l'ai fait entre-temps. Non. C'est la relation entre z point et alpha 2. Donc, nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est la relation qui nous lie z point égale quelque chose fonction de alpha 2. Alors, on voit que dans nos relations, on a du alpha 3 points et du alpha 4 points. Alors, alpha 4 points, alors je l'ai marqué un tout petit peu après, mais ça représente en fait la rotation du tube là, ici. Donc, c'est mon oméga. Donc, alpha 4 points, je veux bien le garder. Je ne sais plus où c'est écrit, voilà, c'est écrit juste après la question 7, j'ai dit, voilà, on suppose que alpha 4 points, c'est oméga et c'est une constante. Donc alpha 4 points, je veux bien le garder, par contre, alpha 3 points, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc là, moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est z point, qui va être une fonction, donc, de alpha 2, et de oméga, qui est égal, en fait, à alpha 4 points. Bon, bah, plusieurs façons de faire, je peux y aller un peu comme un bourrin dans la première équation, isoler alpha 3 points, et faire de la substitution dans la deuxième. Ça marche. Alors il y a une solution un tout petit peu plus élégante qui ressemble un peu à ce qu'on faisait sur les fermetures géométriques linéaires. Donc là on voit que alpha 3 points dont on veut se débarrasser, il apparaît dans la première équation avec du cos alpha 2 et dans la deuxième équation avec du sinus alpha 2. Donc ça on va pouvoir le simplifier en isolant donc à chaque fois le terme en alpha 3 points. Donc je vais avoir du r alpha 3 points cos alpha 2 qui est égal à du moins R alpha 4 points, enfin moins R oméga, du coup je remplace alpha 4 points par oméga à partir de là. Ok, donc ça c'est pour la première expression. Et la deuxième, ça va me donner donc du R alpha 3 points sinus alpha 2, qui est égal à du Z point. Bon bah du coup maintenant là j'ai mes expressions 1 et 2, et si je veux me débarrasser d'alpha 3 points, je peux faire 2 sur 1. Encore une fois, j'ai juste à supposer que alpha 3 points est nul. Ok, a priori mon rouleau il tourne, donc ça c'est pas un souci. Je vous rappelle que alpha 3 points, ça va représenter la rotation de ce rouleau. Donc a priori, il va tourner tant que oméga est non nul. Et le rayon du rouleau est non nul, il faut juste donc que sinus alpha 2, a priori, soit non nul. En gros que alpha 2 soit différent de 0. En pratique, qu'est-ce que je vous dis ? Je divise 2 par 1. Non. Donc il faut que cos alpha 2 soit non nul. C'est-à-dire que alpha 2 soit différent de pi sur 2. Et on va voir que alpha 2 va être nécessairement différent de pi sur 2. Donc du coup, qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça va nous donner tangente alpha 2, sinus sur cosinus, est égal à z point divisé par moins r oméga. Donc vu que moi je veux l'expression de z point, j'en déduis que z point c'est égal à moins r oméga tangente alpha 2. Et c'est bon, j'ai trouvé la relation qui me lie z point à alpha 2. Donc là on vient de faire la question 7. En supposant déjà alpha 4 constant. Enfin, sinon j'aurais juste à remplacer oméga par alpha 4 points. Ça marche aussi. Alors, question 8. Déterminer le domaine d'évolution de alpha 2, tracer l'allure de cette fonction, donc de z point, en fonction de alpha 2, et en déduire les valeurs maximales et minimales de z point. Ok. Bon, donc là,
déjà, on va voir si vous vous souvenez de votre tracé d'une fonction tangente. Première étape. Alors, au passage, ça, vous pouvez le tracer à la calculette, c'est pas un souci. Encore une fois, ici, vous avez toujours le droit à la calculatrice. Bon, après, je pense que si on s'amuse à tracer tangente de alpha 2 en fonction de alpha 2, normalement, vous devez connaître la courbe. Je vous rappelle, juste, vous avez une tangente avec une pente de 1 en 0. Et après, vous allez avoir deux asymptotes verticales. Donc, j'ai pris 4 carreaux, 4 carreaux. Ok, ces asymptotes verticales sont en moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. Et donc, votre courbe entre les deux, elle va ressembler à ceci. Ok, donc là, je vous ai tracé tangente alpha 2, fonction de alpha 2. Alors là, qu'est-ce que ça va changer? Donc, j'ai un coefficient multiplicatif et puis j'ai un signe moins. Bon, du coup, l'expression de z point en fonction de alpha 2, si je la trace, hop là, donc je vais reprendre pareil mes 4 carreaux pour alpha 2. Voilà, donc là j'ai moins pi sur 2, là j'ai pi sur 2, là c'est alpha 2, cet angle, et ici donc j'ai z point. Donc du coup, alors un facteur multiplicatif sur l'échelle des ordonnées qu'il faut r oméga près, mais vu que je mets pas d'ordonnées, je fais un peu ce que je veux, ça va ressembler à quelque chose comme ceci, à peu près. Ok, alors, quelques remarques. Du coup, pour trouver les valeurs maximines de moins pi sur 2. Déjà, on sait qu'a priori, notre vitesse de déplacement du chariot, z point, elle peut être a priori donc positive ou négative, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est comprise entre moins l'infini et plus l'infini. Je pense que jusque-là, c'est pas un scoop. Donc ça, en fait, ça va nous imposer des valeurs de alpha 2. Ça veut dire qu'alpha 2, il doit être forcément compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Alors, encore une fois, on pourrait s'amuser à tout décaler de 2pi et avoir le même résultat. Oui, enfin, en gros, ça veut juste dire que votre roulette, elle a fait un tour sur elle-même. Donc, je vous propose qu'on raisonne autour de la position alpha 2 égale à 0. Alors, il y a des points un peu particuliers. Déjà, première remarque, si vous avez bien tracé votre courbe, vous pouvez noter que à peu près à la louche, on va dire sur du moins pi sur 4 plus pi sur 4, notre courbe, c'est pas loin d'être une droite. Hop là, j'essaie de faire ça le mieux possible, soit pas très bien. Voilà, notre courbe là, c'est pas très loin d'être une droite sur moins pi sur 4 plus pi sur 4. Donc déjà, on peut dire que ça peut être intéressant, en pratique, j'entends, de raisonner sur cette plage-là, parce que on pourra faire de la linéarisation et typiquement faire de l'asservissement avec un modèle linéaire, et ça, on sait bien faire. Ça, c'est par exemple, si j'avais posé ce sujet en DS, on aurait pu linéariser autour, en gros, de la position 0 sur un intervalle plus ou moins important. Un point intéressant, c'est le point 0, puisqu'on voit que quand alpha 2 est égal à 0, z point est égal à 0. Alors, on va réfléchir à ça 2 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'axe de mes deux cylindres sont parallèles, c'est-à-dire que quand mon cylindre S3, il est en fait comme il est en fait comme ceci, je vous laisse vous convaincre, ou je vous invite à prendre 2 cylindres, deux bouteilles, 2 rouleaux de sopalin, ou ce que vous voulez. Si vous mettez vos 2 cylindres en contact avec des axes parallèles, si vous faites rouler sans glisser les 2 cylindres, ils ne vont pas se déplacer l'un par rapport à l'autre. Par contre, dès qu'on a un angle, si on impose que la vitesse au niveau du point de contact soit nulle, donc là j'ai mon angle alpha 2 qu'on peut représenter ici, comme ça. Donc là, dès que j'ai un angle alpha 2 qui est non nul, pour qu'il y ait du roulement sans glissement, si vous faites tourner à vitesse constante un rouleau, votre deuxième rouleau, il va devoir nécessairement se déplacer. Petite remarque, à cause de la glissière qui est ici, il va pouvoir juste se déplacer, oh là, il y a beaucoup trop de traits maintenant, il va pouvoir juste se déplacer dans, je change de couleur, ce sera plus clair, dans cette direction-là. Du coup, plus l'angle alpha 2 va croître, puisqu'on vient de voir que quand alpha 2 est égal à 0, je parle de 0, plus la vitesse va augmenter en valeur absolue. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, on voit que quand alpha 2 est égal à pi sur 2, il se passe quelque chose.
Alors imaginez que alpha 2 tende vers pi sur 2. Alors on va même prendre alpha 2 égale à pi sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cylindre, si alpha 2 est égal à pi sur 2, je vais le faire en bleu, maintenant il va être dans ce sens-là. Voilà, donc là, j'ai toujours mon point de contact I, ici, on va dire, mais j'ai mon cylindre qui est perpendiculaire au premier. Ben là, je vous laisse jouer avec vos deux cylindres que vous avez dans les mains, et vous allez voir que sans faire tourner le cylindre qui est en bas, donc sans faire tourner, on va dire avec oméga qui est égal à 0, vous pouvez faire tourner indéfiniment votre cylindre bleu, et du coup, il va se déplacer. Donc là, c'est marrant quand même, parce qu'il se déplace alors que oméga est nul, alors que dans tous les autres angles possibles, on ne pouvait pas le faire déplacer avec un oméga qui était nul. Alors maintenant, imaginez que l'angle ne soit pas exactement de pi sur 2, mais d'un tout petit peu moins de pi sur 2, du genre 89 degrés. Dès que vous allez faire un tout petit angle sur votre pièce 4, il va falloir faire plein de tours de votre pièce que j'ai faite en bleu pour assurer le roulement sans glissement. Je vous laisse essayer de le faire avec les mains. Là, ça commence à être un peu technique à faire avec vos bouteilles. Mais du coup, en théorie, on voit bien que si je garde un oméga constant, mon solide va se déplacer en fait très très vite. Mon solide 1, il va translater très vite. Alors, en pratique, je pense que vous vous doutez que ce système, dans la vraie vie, il ne permet pas d'atteindre des vitesses infinies. Ce serait quand même beaucoup trop beau. Ce qui va se passer, c'est quand on va avoir des angles un peu trop grands, typiquement au-dessus de 45 degrés, alors après ça va dépendre d'autres choses, dont on reparlera un peu plus tard, plutôt en statique, et en particulier en dynamique l'an prochain. Quand l'angle va être un peu trop grand, il y a une hypothèse qu'on a posée qu'on ne va plus vérifier. C'est quoi? C'est le roulement sans glissement. Dès que mon angle sera trop grand, en fait je n'aurai plus de roulement sans glissement. Donc mon rouleau 3, il va se mettre à déraper sur mon rouleau 4, et ce qui fait qu'en pratique, je ne pourrai pas aller si vite que ça. Voire même, potentiellement, je vais même m'arrêter, parce qu'une fois que ça dérape, ça entraînera plus le mouvement. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que mon petit calcul avec mes asymptotes en moins et plus pi sur 2, il est quand même assez théorique, parce que tout ça, c'est effectivement en supposant donc le roulement sans glissement. S'il n'y a plus de roulement sans glissement, ce qui arrivera en fait à partir d'une certaine valeur de alpha, clairement les courbes ressembleront plus à ça, mais là ça devient de la dynamique et ça devient un petit peu plus compliqué à étudier. Ok, donc voilà qui clôt ce petit exercice sur le Cartrack, donc juste pour rebalayer vite fait ce qu'on a vu, donc exercice classique de cinématique, donc on commence par des figures de changement de base et des vecteurs taux de rotation, un petit graphe de liaison. J'aurais même pu vous demander d'écrire les torseurs cinématiques. Ensuite, vu qu'il y a du roulement sans glissement, j'écris la condition de roulement sans glissement. En utilisant mon graphe de liaison, je vais faire une composition des vecteurs vitesse, donc en suivant mon graphe de liaison, sans passer par d'autres liaisons où j'avais du roulement sans glissement, donc là c'était pas le cas. Ok, après il ne me reste plus qu'à calculer individuellement chacun de ces vecteurs vitesse. Du coup, je vais pouvoir en déduire, donc ce que j'ai encadré en rouge ici, je vais pouvoir en déduire l'expression vectorielle associée à mon roulement sans glissement. Je la projette dans une base qui m'a l'air sympathique et ça me donne deux relations scalaires entre mes paramètres cinématiques. Et après, donc en fonction de l'exercice, je fais des choses différentes. Donc là, en l'occurrence, on cherchait z point en fonction de alpha 2. Mais encore une fois, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait sur le TD de la souris, en termes de philosophie d'exercice. Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage pour la suite.